Mais après, qui c'est qui va passer les pages de PowerPoint? Comment ça se passe pour passer les PowerPoint? D'accord, très bien. Du coup, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous me voyez? C'est bon? On peut commencer? On commence alors. Oui, alors, bonsoir à tous. Je reprends. Donc, je m'appelle Nathalie Watelet. Je viens de Belgique. Donc, merci déjà tout d'abord au restaurant Vroom de m'avoir convié à présenter cette conférence pour présenter un petit peu mon parcours de vie, mon enfance, mes études et voilà, mon parcours de vie jusqu'à maintenant. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus en détail, mais j'ai eu un parcours scolaire un peu sauvage, en intégration avec les entendants, jusqu'à trouver un épanouissement dans les études supérieures. On peut passer, voilà, changer de page, merci beaucoup. Donc d'abord, pour vous parler de mon enfance, on va dire que je suis, donc, à l'époque, j'étais un petit bébé quand même très vivant, énergique, plein d'énergie, très dynamique, et c'est à l'âge de 1 an que ma maman, en fait, s'est posé des questions sur moi parce que quand elle m'appelait, quand elle criait, je ne tournais pas la tête. Ça l'avait questionnée. Donc elle m'a accompagnée donc, chez le médecin, le médecin a fait un test et le médecin en fait a secoué des clés et par hasard j'ai tourné la tête au moment où il secouait les clés. Donc en fait le médecin a dit bah non, elle est juste distraite, votre fille, elle entend en fait, elle est dans ses rêves en fait, voilà, c'était un petit peu le diagnostic du médecin puisque j'avais tourné la tête à ce moment-là. Donc il ne s'était rien passé à ce moment-là. Et c'est à 2 ans et 11 et quelques mois aussi que c'est ma tante qui là pour le coup a vu quelque chose et a dit à ma mère non mais elle est sourde. Donc ma mère est retournée chez le médecin, ils ont fait des analyses plus poussées et via un audiogramme ils se sont aperçus que j'étais bien atteinte de surdité sévère. Ça va le bruit pour vous là? Moi je crie mais parce qu'il y a beaucoup de bruit à côté, ouais. Ça va pour vous? Très très bien. Si ça vous incommode, vous me dites. Donc voilà, on a du coup découvert à ce moment-là ma surdité donc profonde. Il y a eu un gros choc de mes parents évidemment, parce qu'ils ne connaissaient rien à la surdité. Mais ma mère à l'époque a fait beaucoup de recherches, a lu beaucoup de livres sur la surdité, tout ce qui était sous sa main en fait. Et on parlait beaucoup de l'éducation oraliste à l'époque, il y avait très peu de langue des signes, c'était encore interdit. Donc voilà, c'était que de l'éducation oraliste. Ma mère a lu du coup de ces bouquins-là. Et on disait dans ces bouquins que l'important c'était donc la mémoire visuelle, d'entretenir cette mémoire-là. Et du coup, c'est ce qu'elle s'est engagée à faire. Elle a compris que les repères visuels, la mémoire visuelle était vraiment important pour moi, pour mon développement, grâce à ces lectures. Et quand j'étais petite fille, j'avais vraiment un caractère fort. Je pouvais facilement me mettre en colère, j'étais têtue, j'avais un sacré caractère. Il fallait tout le temps me surveiller comme le lait sur le feu. Et donc là, c'est ma maman. C'est moi, j'avais 5 ans à l'époque. C'est vraiment donc, une photo de moi avec ma maman. Parce qu'à l'époque, en Belgique, en fait, il n'y avait pas d'appareil auditif. On n'avait pas ça en Belgique. Et il n'y avait pas de centre non plus spécialisé pour enfants sourds ou même dans l'oralisme. Donc il a fallu que j'aille en France, à Paris, à l'époque, pour avoir pour la première fois ces appareils auditifs, ces anciens appareils auditifs qu'on avait là sur le torse, qui étaient reliés aux oreilles, et c'était à Lille. Donc ma mère est allée à Lille pour ça, où j'ai pu avoir ces appareils auditifs. On a fait beaucoup d'allers-retours à Lille à cette période-là.
où j'avais aussi beaucoup d'éducation à la langue française orale et j'avais ces appareils qu'il fallait régler régulièrement. Donc beaucoup d'allers-retours autant chez l'audioprothésiste qu'à Lille. Et beaucoup de rendez-vous avec l'orthophoniste. Quasi tous les jours, je devais travailler ma voix, mon oral, et ça a été durant toute mon enfance un travail quotidien. Je suis ensuite rentrée à l'école maternelle, donc on va dire à l'âge de 3 ans, donc de 3 à 6 ans, à l'école maternelle. J'étais en intégration avec les entendants tous les matins. Et donc j'allais à l'école tous les matins et tous les après-midi je revenais à la maison pour avoir des cours plus sur la langue orale. Et week-end et vacances scolaires, j'avais toujours ces cours et je devais toujours apprendre à parler, y compris vacances scolaires et les week-ends. C'est bon pour l'interprète, elle me suit, je continue. Par chance quand même, j'apprenais bien. J'avais une très bonne mémoire visuelle, j'avais des facilités dans l'apprentissage. Donc au final, j'étais à l'aise et ça se passait plutôt bien. J'étais même en avance sur l'apprentissage. Voilà, mon parcours scolaire, du coup, à ce niveau-là, au niveau de l'apprentissage, s'est bien passé grâce à ces facilités-là. Et ensuite, j'étais en primaire, donc on va dire de 6 à 12 ans. Ça s'est bien passé aussi au niveau de l'apprentissage, toujours. Hein. Après, ça demandait énormément de travail à la maison. Hein. Je n'arrêtais pas, hein. C'était sans arrêt. Et puis, avec les autres enfants entendants, j'arrivais quand même à discuter, à avoir certains contacts. Et puis, grâce au sport et à l'immersion dans le sport, j'arrivais justement à communiquer avec eux. Avoir des relations avec les copains entendants de l'époque. Non, juste avant, s'il te plaît. Oui. Et à l'école primaire, donc du coup, comme je vous disais, quand ça a été fini, je suis donc rentrée à l'école secondaire, donc, on va dire maintenant de 12 à 18 ans, donc l'adolescence. Là, ça a été un grand bouleversement pour moi. J'étais complètement noyée à cette période-là, à l'école, parce que on avait plusieurs professeurs, on n'avait plus le même enseignant toute la journée. On avait l'enseignant de mathématiques, d'histoire, de géographie, ça changeait sans arrêt. J'étais complètement noyée. Je n'arrivais pas à suivre les cours. C'était devenu très difficile pour moi. J'ai essayé de suivre autant que je pouvais, mais j'étais toujours à la limite en fait. Et jusqu'au moment où je me suis tellement noyée en fait que j'étais à 2 doigts d'abandonner. J'ai changé d'école. Je suis allée dans une école spécialisée pour sourds, sauf que en fait, je voulais y aller, mais ça n'allait pas. Ma mère m'a beaucoup aidée. On a essayé. Donc, elle m'a donné, en fait, on m'a donné des enregistrements de cours pour essayer de travailler plus. Donc, le professeur, son cours était enregistré à l'oral et ensuite à la maison avec maman. Maman écoutait le cours et puis elle m'aidait à assimiler le cours. Elle m'a expliqué le cours. On y passait des heures à la maison. C'était des heures de travail à cette époque-là. Mais allez, tant bien que mal, j'y suis arrivée grâce à tout ça, grâce à ma mère et à ses enregistrements. Mais en parallèle de ça, c'est vrai que ça ne devenait pas facile non plus avec les entendants parce qu'à l'âge de l'adolescence, il y a beaucoup de petites choses qu'on échange sans trop vouloir le dire. Et c'est vrai que c'était devenu plus compliqué au niveau de la communication. Ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est vraiment le sport. Parce que j'avais un bon niveau de sport à l'époque, en tout cas, je faisais beaucoup de foot. Puis même les garçons trouvaient que j'avais un bon niveau, ça marchait bien, j'avais cette reconnaissance-là. Et c'est grâce au sport que j'ai réussi à maintenir ces relations sociales pendant l'adolescence. Et cette intégration-là, sauvage, je dis bien le mot sauvage parce qu'il n'y avait aucune pédagogie adaptée au fait que je sois sourde, il n'y avait pas d'interprète, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai dû, moi, pallier à tout ça et donner le double de travail pour arriver à acquérir toutes les compétences. D'autre part, par chance aussi également, j'avais aussi quand même du caractère, comme je vous disais. J'étais fonceuse, j'avais envie d'y arriver, et j'avais aussi cette facilité dans l'apprentissage. Donc vraiment, je remercie énormément, encore aujourd'hui, ma famille pour son soutien, parce que c'est elle aussi qui m'a permis d'acquérir tout ça. Et j'ai eu donc mon diplôme à 18 ans, et j'ai continué mes études. En parallèle de ça, à 16 ans, c'était la première fois que je rencontrais donc, des personnes sourdes, grâce au tennis. Parce que j'avais fait beaucoup de tennis aussi, et à l'époque je ne savais même pas qu'il y avait une communauté sourde, qu'il y avait des sourds, je n'en avais jamais vu jusqu'à l'âge de 16 ans. Et c'est à 16 ans
que en fait, j'ai découvert la communauté sourde grâce donc au sport et à une amie qui jouait donc au tennis. Et en fait, c'est ma prof qui cherchait justement ces associations-là et qui cherchait un espoir féminin justement dans le monde du tennis. Et en fait, en contactant les gens, ils se sont aperçus que voilà, en tant que sourde, je pouvais participer justement à ce sport un peu plus de haut niveau. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à fréquenter la communauté sourde, à apprendre la langue des signes belge, bien sûr. Voilà, donc là, cette photo a été prise en Allemagne, à Cologne en Allemagne. C'était justement une période où j'avais vraiment un niveau qui était pas mal au niveau du tennis, et c'est là où on m'a choisi pour intégrer l'équipe nationale de Belgique. Et où j'ai exercé, donc j'ai fait les Deaflympiques, les Jeux Olympiques des sourds, à l'âge de 18 ans à peu près. C'était mes premières Deaflympiques. On peut changer de diapo. Donc, j'ai été donc diplômée à l'âge de 18 ans, comme je vous l'ai dit, et ensuite, pour continuer les études, moi je ne voulais absolument pas continuer dans le monde des entendants. J'en avais eu assez de faire des efforts pour suivre, pour y arriver. J'étais vraiment très fatiguée de ça, et j'ai entendu parler de cette université aux États-Unis, Gallaudet, à Washington, D.C. Et j'avais très envie d'y aller. Donc il fallait d'abord apprendre l'anglais avant de pouvoir intégrer cette école. Donc pendant un an, j'ai appris cette langue-là. J'ai appris la langue anglaise, et après un an d'études de cette langue, j'ai passé un examen d'entrée pour aller à l'université Gallaudet. J'ai été reçue. Et j'ai pu y aller. Et j'ai donc réussi mes études là-bas, j'ai réussi mon diplôme et j'ai passé 4 années. Donc, comme vous le voyez, de 82 à 86. Et ça a été une expérience extrêmement riche. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé là-bas. Je me suis plongée dans la langue des signes, dans la culture sourde. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des personnes sourdes. Et je me suis rendu compte aussi du fait qu'il y avait pas mal de moyens de communication. On pouvait communiquer directement en langue des signes avec plein de gens. C'était incroyable. Ça m'a permis de m'épanouir réellement. Ces 4 années ont été extrêmement riches pour moi. Et surtout aussi au niveau de l'acquisition de la culture sourde. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi mon futur métier qui serait psychologue. Donc là, j'ai passé 4 ans à l'université de Gallaudet, et en fait, c'est là, les premières et deuxième années, c'était vraiment des cours, on va dire, généralistes sur un peu tout. Première et deuxième année, et à partir de la 3e année, il fallait choisir un peu une voie, et j'avais choisi à ce moment-là la voie de la psychologie. Et là, cette photo, en fait, c'est la remise des diplômes à la dernière année. C'est typique des États-Unis, vous avez déjà vu ça, tout le monde a sa tunique, le petit chapeau. Voilà, j'ai pu participer à ça. On peut passer à l'autre PowerPoint, merci. Après tout ça, après ces 4 années d'études à Gallaudet College, je me suis demandé ce que j'allais faire. Donc je suis revenue en Belgique et j'ai continué mes études à l'université de Belgique, parce que le diplôme que j'avais eu aux États-Unis n'avait pas son équivalence réelle en Belgique, en fait, parce que je n'avais fait que 3 ans aux États-Unis. Ça équivalait à 3 ans d'études en Belgique, et je devais continuer des études 2 ans de plus pour avoir l'équivalent d'un master. Master, excusez-moi, c'est un signe belge, je vois que les sourds-tiques, master, je ne sais pas comment vous faites ici. Master. De retour en Belgique, j'ai réintégré l'université du coup avec les entendants, mais plus à la sauvage. C'était terminé, ça j'en voulais plus. Et c'était donc, parce que là j'avais quand même des études avec des sourds derrière moi, et il n'y avait pas d'interprète, c'était directement en langue des signes à Gallaudet College. Et en fait, quand je suis revenue en Belgique, je ne voulais pas revenir en arrière. Donc j'ai fait appel à beaucoup de personnes
C'était le début des interprètes à ces années-là quand je suis revenue, hein, parce que c'est un métier assez jeune, hein, le métier d'interprète, et par chance, j'ai trouvé un centre à cette époque-là avec des interprètes qui étaient là et qui ont pu venir donc interpréter mes cours. Alors le financement était un autre problème et heureusement à l'université il y avait un service justement d'aide donc à l'intégration des jeunes étudiants handicapés et il y avait un budget pour ça. Donc on a pu grâce à ce budget-là payer les frais d'interprétation. Donc j'ai pu avoir des interprètes et ça a duré donc 3 ans. Il y a eu 2 ans de cours et la 3e année ça a été des stages. Et des stages justement à Genève, ici entre autres, hein, à l'école des sourds de Genève. À l'époque, c'était Montbriand, c'est ça, je cherchais le signe. Voilà, merci de m'avoir aidé, Montbriand. C'était ça, oui, j'étais à l'école de Montbriand en stage la 3e année, avec les enfants, uniquement avec les enfants, oui. J'y suis restée 4 mois, entre autres. Voilà. Tu te rappelles d'elle? Oui, je me souviens qu'elle était venue. Oui, je me souviens d'elle. Elle était venue à l'époque. On se souvient. Ok, bon, je vais bavarder, je continue. Ou pas. Alors, une fois que j'ai acquis, que j'ai eu mon diplôme, donc master en psychologie en Belgique, en fait, il y a eu la recherche d'emploi et en fait, donc j'ai pu travailler à l'IRSA, l'Institut régional des sourds aveugles, c'est à Bruxelles. Donc ils m'ont embauché suite à l'obtention de mon diplôme, au départ en tant que professeur de langue des signes pour les enfants sourds, une éducation vraiment plus en langue des signes, et aussi pour les entendants. Et quelques années après, 3 ans après, ils m'ont réellement embauché en tant que psychologue et j'ai fait les deux en fait à 50-50, parfois des cours de langue des signes et parfois des entretiens en psychologie et ça fait 33 ans que ça dure. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et les adolescents sourds, profonds, signants. C'est vrai qu'à l'IRSA, il y a quand même donc 6 psychologues en tout, mais moi, je me suis réellement concentrée que sur les enfants sourds, sévères, signants. Je n'ai pas travaillé avec des enfants qui étaient plutôt dans l'oral ou implantés, et dans la langue orale. On était 6, donc on pouvait se départager le travail sans souci. C'était plus des suivis psychologiques que je faisais donc avec ces enfants sourds, signants, et parfois des suivis de groupe. On organisait des séminaires, et au final beaucoup de travail de groupe avec des internes, par exemple, et aussi avec les externes. Il y avait 2 groupes, un groupe des internes, un groupe des externes, en plus des entretiens individuels. On peut passer à la page suivante. Donc voilà, là je vous ai un peu raconté mon parcours de vie, mon parcours scolaire aussi et professionnel. Donc là maintenant je vais vous parler de mon engagement auprès de la communauté sourde belge via ce projet qui a été, donc ce projet c'est une plateforme d'écoute à distance qui s'appelle Surdit Écoute. C'est une plateforme, on va dire à distance, et ça se passe par visio, pour les personnes sourdes et malentendantes. J'en expliquerai un petit peu plus donc tout à l'heure les objectifs. Et c'est tout nouveau, ça n'existe que depuis 3 ans en Belgique. Le logo que vous voyez là, en fait, c'est pour montrer que les sourds sont visuels et qu'ils voient à l'aide de leurs mains et qu'ils ont besoin de cette langue-là, justement, pour se voir et se découvrir. On peut passer à la page suivante. Donc, ce Surdit Écoute est un... Il y a 2 groupes dans ce projet-là. Il y a le groupe, donc, on va dire, des gestionnaires, dont je fais partie. Voilà, nous nous mettons un peu en avant dans ce groupe-là pour parler justement du projet. Alors on va dire que nous sommes 2 psychologues et la 3e personne a une expérience dans la formation en psychologie quand même si elle n'est pas psychologue à proprement dit. Et puis il y a un 2e groupe qui sont les écoutants. On ne voit pas leur visage parce que c'est anonyme.
Mais c'est comme dans le monde des entendants, il y a des plateformes téléphoniques, je ne sais pas si vous savez, pour échanger. Et en fait, c'est une plateforme téléphonique, donc vous n'avez que la voix de la personne, vous ne voyez pas leur visage. Et nous, alors effectivement, le problème c'est qu'en langue des signes, bon, mais quand les gens appellent, on voit bien les personnes qui écoutent. Mais de manière générale, au niveau des séances d'information que nous faisons, nous ne montrons pas les personnes qui font ce travail d'écoutant. Donc Surdi Écoute est en Belgique, je ne sais pas s'il existe un peu, et c'est lié avec la fédération, je ne sais pas comment. Ici c'est la Fédération des sourds de Suisse, pour la Belgique c'est la Fédération francophone des sourds belges. Je me demandais le signe justement à mon ami là pour avoir le signe de la Fédération des sourds de Suisse. Et en fait l'équivalent en Belgique, donc la Fédération francophone des sourds belges, a eu l'idée justement de ce projet. C'est vraiment nous qui avons eu l'idée et qui nous ont contactés pour le mener à bien. Mais je vous en raconterai un petit peu plus là dans les pages suivantes. Donc, en avril 2000, alors attendez, pardon, en mars 2020, est arrivé donc, le Covid, ça fait déjà 3 ans au final. Le Covid est arrivé, le confinement, donc tout le monde à la maison, tous confinés, et c'est à ce moment-là en fait que la Fédération francophone des sourds de Belgique ont eu le souci d'aider et de venir en soutien à ces personnes sourdes qui étaient dans le besoin, qui risquaient d'être pas bien, d'avoir des conséquences non négligeables au niveau de leur morale. Et ils ont eu donc l'envie de créer ce projet-là. C'était quand même un dossier qui était en attente et en sommeil depuis longtemps. Il n'est pas sorti comme ça de nulle part. Et en fait, ils ont repris ce dossier qui était en sommeil pour vraiment le mettre pour l'appliquer. Et ils ont créé cette plateforme à ce moment-là, à partir du moment où le Covid est arrivé. Donc pour ça, ils ont fait appel à des psychologues sourds et entendants, parce que sourds, on n'était que 2. Donc il fallait aussi d'autres psychologues qui connaissaient quand même déjà la langue des signes, qui avaient l'habitude de voir des personnes sourdes. Donc nous nous sommes tous réunis, nous avons tous réfléchi à la création de cette plateforme via donc, la fédération et à leur demande. Et on a créé une charte via beaucoup de réunions en Zoom, puisque c'était le confinement, et on a créé cette plateforme et donc cette plateforme a été ouverte après beaucoup de réflexion et d'information aussi auprès des personnes sourdes pour qu'elles soient au courant de cette nouvelle plateforme. Et au départ, les écoutants, c'était nous-mêmes, les psychologues qui s'étaient réunis pour justement créer la plateforme faisaient ces plateformes d'écoute. Il y avait 2 heures par jour, donc on tournait. Et puis petit à petit, en fait, on va dire en 5 mois, au mois de septembre 2020, le confinement a pris fin et à ce moment-là, en fait, les psychologues, beaucoup de psychologues se sont retirés du projet, nous n'étions plus que 2 et on voulait continuer ce service. Et en France, il y a un service un petit peu, le même service, Surdus, l'association Surdus, et donc du coup qui est très très vieux, il date de 2010, ça a été créé donc déjà depuis 13 ans en France. Et donc du coup, en Belgique, on avait envie de continuer, comme Surdus en France en fait. Et c'était un peu compliqué parce qu'au départ, via le confinement, ça s'est fait très rapidement, mais on voulait le stabiliser. Donc on a pris contact avec Surdus, donc Virginie, qui était une des personnes un peu référentes auprès de Surdus en France. Et grâce à elle, aux échanges, on a voulu donc pérenniser le projet à long terme. Donc avant, c'est vrai qu'il y avait des sourds et des entendants dans le projet, et puis pour le pérenniser, on a voulu qu'il n'y ait que des 100% de personnes sourdes, et dans la gestion, et aussi au niveau des écoutants. Mais c'est vrai que pour les écoutants, oui, ce sont des personnes sourdes, mais qui ne sont pas formées en psychologie. Les gestionnaires sont formés en psychologie, mais pas les écoutants. C'est souvent des personnes qui ont été donc, sensibilisées, qui ont de l'expérience, qui ont été éducateurs dans leur vie professionnelle ou qui ont eu des métiers comme ça qui leur a permis d'acquérir certaines compétences et qui sont aujourd'hui bénévoles. Et nous, en tant que gestionnaires, nous sommes psychologues, mais nous sommes aussi bénévoles. Nous ne retirons aucun revenu de cet engagement.
Voilà, donc l'objectif de Surdit Écoute, comme je vous le disais, je vais en parler un peu plus maintenant, c'est donc pour le public sourd, évidemment, et c'est justement pour répondre à ce public sourd, peut-être qui souffre d'isolement, qui a besoin de s'exprimer, de sortir certaines choses, et qui a besoin d'être écouté. Et ça se passe soit en langue des signes via webcam, soit à l'écrit. Alors en langue des signes, on est obligé de se montrer, il y en a qui n'ont pas envie de se montrer, donc ils préfèrent passer par l'écrit. Donc c'est vraiment au choix de la personne qui souhaite être écoutée. Mais beaucoup préfèrent quand même la webcam pour s'exprimer en langue des signes. Et l'objectif de Surdit Écoute, c'est d'apporter une réponse aux besoins des personnes qui nous contactent. On peut passer à la slide suivante. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles ces personnes peuvent nous appeler. Il y a des personnes dépressives, anxieuses, angoissées, qui ont besoin d'exprimer certaines choses, comme vous voyez là. Les dessins sont assez clairs, des personnes qui ont des idées noires, suicidaires, qui ont des problèmes au niveau de la famille, des problèmes avec leurs enfants aussi. Il peut y avoir aussi donc des problèmes au niveau de leur parcours scolaire. Parfois, certains se sentent complètement éloignés de ce parcours-là, ils n'y arrivent pas. Il y a du harcèlement aussi dans le milieu scolaire, des conflits qui peuvent arriver entre enfants, qui nécessitent ce besoin d'écoute, des problèmes aussi professionnels, comme vous le voyez sur ce dessin qui montre quelqu'un avec un attaché-caisse, avec le besoin d'en parler, des problèmes de santé aussi peuvent susciter ces appels parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec leurs problèmes de santé, ils ne savent pas à qui en parler, ils manquent d'informations aussi bien souvent, ils ne savent pas vers qui se tourner, des problèmes d'addiction, d'alcool. Problèmes de couple également, des conflits dans le couple et des problèmes de communication. Et puis juste des questionnements, certains ont juste besoin de réponses en fait à certains questionnements et des problèmes de violence également, violence de tout style. Donc voilà, on peut recevoir donc toutes sortes d'appels sur tous ces sujets-là. On peut passer à la slide d'après. Donc, si une personne sourde a envie donc d'écouter Surdit Écoute, c'est souvent pour 3 grands motifs principaux. Il y a des situations d'urgence réelles, un besoin vraiment urgent, on va dire je ne sais pas, par exemple, il y a le Covid d'un coup, les gens sont confinés, ils ne comprennent pas, ils manquent d'informations, ils ont vraiment besoin qu'on leur réponde de manière très urgente. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup ça en Belgique, en plus on a eu des inondations à un moment donné, les personnes sourdes pareil, ne savaient pas comment faire, il fallait appeler le 112 en Suisse, je ne sais pas ce que c'est l'équivalent du 112, c'est 114 peut-être en Suisse. Nous on a le 112, je ne sais pas ce que vous avez ici pour les sourds, j'en sais rien, c'est peut-être la police ici, je ne sais pas. Je demande à mes collègues sourds de Suisse, mais là ils ne savent pas trop. Bon, il y avait un numéro appelé, mais pour la police, on me dit 118, ok, très bien. Donc voilà, soit des situations d'urgence, soit juste des situations en fait d'écoute des personnes qui appellent parce qu'ils ont besoin en fait de parler de quelque chose, ils ont besoin d'avoir une personne qui les écoute. Donc c'est pas de l'urgence, ils ont juste besoin d'un moment où quelqu'un écoute ce qu'ils ont à dire, ce qui les anime au moment, en fait, ils ont besoin d'échanges et ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un, un miroir un petit peu comme ça, empathique, qui puisse écouter leur mal-être et avoir un feedback sur ce qui les préoccupe sur le moment. Et puis il y a sinon des appels où ce sont plus des demandes d'information ou d'orientation pour, par exemple, trouver un médecin qui connaisse la langue des signes ou trouver un service qui connaisse la langue des signes aussi, selon certaines problématiques. Donc on est aussi là pour les orienter dans ces demandes. Merci pour la slide. Donc la plateforme SOS Surdus de France, celle dont je vous parlais donc tout à l'heure,
c'est vraiment une plateforme française qui a été créée en 2010 et qui perdure, et ça a été la première au monde à être créée. Ce sont les Français. Et la seconde plateforme, ça a été la Belgique. Donc merci quand même beaucoup SOS Surdus qui nous ont épaulés quand même dans cette démarche. Parce que voilà, au départ, il n'y avait pas du tout de formation. Donc c'est Virginie qui est venue jusqu'en Belgique pour professer les premières formations de 6 jours auprès des écoutants, des futurs écoutants, pour qu'ils aient les bases donc, de cette les bases d'écoute, et ensuite faire une supervision tous les mois, et qui pourra être aguerri pour pouvoir mener à bien ces permanences en tant que bénévole. Et c'est grâce à Virginie qu'on a pu mettre ça au point. Donc voilà, SOS Surdus nous a beaucoup aidés, et encore aujourd'hui nous sommes vraiment en lien. Surdis Écoute est toujours en lien avec SOS Surdus de France, qui ont une expérience très très riche. Alors c'est vrai qu'au début, pour eux aussi, ça a été dur en France, ils ont beaucoup ramé. Il y avait très peu d'appels quand ils se sont créés en 2010, et petit à petit, ça a pris de l'ampleur, et depuis le Covid, ça n'a cessé d'augmenter en fait. Il y a énormément d'appels, donc SOS Surdus depuis le Covid. Alors que nous, c'est vrai qu'on a commencé directement pendant la période du Covid, donc on n'avait pas tant d'appels que ça, parce qu'en fait, les sourds ne connaissaient pas ce service. Il fallait quand même un certain temps pour qu'ils en soient avertis, que ce soit connu. Donc on a commencé directement malgré la période du Covid. Excusez-moi, je l'arrête parce que là on ne va pas y arriver. On est d'accord, c'est pas agréable. Donc excusez-moi d'abord. Pardon. Donc excusez-moi, là du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais, j'ai perdu le fil, j'ai un trou de mémoire là, j'en étais où? Aidez-moi. Je disais quoi? C'est parti. Oui, au niveau du Covid. Ah oui, ça y est, si j'y suis, Covid, ça y est, j'y suis, Covid, c'est bon, c'est parfait. Donc Surdis Écoute, en fait, au départ, n'avait pas beaucoup d'appels, parce qu'on s'est créé pendant le Covid, les gens n'étaient pas vraiment informés de ça. Et donc notre rôle, nous, en tant que justement gestionnaire, était de sensibiliser les sourds et de les informer de ce service-là. Sauf que le problème en Belgique, c'est que quand même, la Belgique est minuscule, la communauté des sourds aussi. Et en France, il y a de gros accès. Au niveau de la communication, c'est plus facile, ça va plus rapidement. C'est vrai qu'en Belgique, c'est pas du tout pareil. Le système n'est pas le même, donc ça a été long pour informer tout le monde, donc on avait quand même espoir d'y arriver, et SOS Surdus nous a beaucoup épaulés et soutenus pendant cette période-là. Je n'ai pas vu la question, mais il y a oui, pardon. Et je reviens sur ce que je disais. Donc là, nous sommes donc sous l'égide de la Fédération francophone des sourds de Belgique, que nous remercions parce que c'est eux qui ont recherché des financements au départ pour nous permettre de créer cette plateforme, pour payer justement les interventions de Virginie, de SOS Surdus qui venaient pour les formations pendant 6 jours, pour former les futurs écoutants. Donc merci beaucoup à la Fédération. Mais c'est vrai que nous aujourd'hui, maintenant, Surdis Écoute, nous aimerions nous détacher de ça et devenir une association, une entité autonome. Donc c'est en cours. Pour l'instant, nous sommes toujours donc, sous l'égide de la fédération, mais on espère évoluer là-dessus. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, on travaille aussi à côté de ça. Là, on est bénévole jusque-là, donc voilà, ça va se faire, mais petit à petit. Donc voilà, là c'est pour vous montrer un petit peu SOS Surdus, qui maintenant ont 4 secteurs d'activité. Donc les écoutes à distance, comme d'habitude. Ils ont aussi un secteur d'activité qui concerne plus l'emploi, pour ceux qui ont des problèmes de recherche d'emploi ou de maintien dans l'emploi. Ils ont un service plus spécialisé sur les demandes au niveau des addictions, aux jeux, à l'argent et autres. Et un secteur plus basé sur la violence et les problèmes liés à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, SOS Surdus, en fait, maintenant, a des salariés. Virginie est devenue directrice, donc elle est salariée, donc à mi-temps, parce qu'il a embauché aussi, je crois,
qu'il y a des écoutants salariés maintenant aussi auprès de SOS sur 12. Donc voilà, en fonction de l'évolution, eux aussi ont bien avancé et ont des personnes salariées et professionnelles dans leur organisme. On attend, vous êtes d'accord? Oui. C'est parfait. Les intendants sont vraiment pénibles d'être dérangés sans cesse par le soir, m'a dit monsieur. Nous, les sourds, on s'en fout, on est égal, on peut continuer. Donc, là, pour reparler de mon identité, de ma construction, de la construction de mon identité, je pense que je l'ai vraiment construite à Gallaudet College, à Washington, aux États-Unis. C'est là où j'ai vraiment découvert la culture sourde et où je me suis construite en tant que personne sourde. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je suis partie 4 ans donc à Gallaudet, et à ce moment-là de ma vie, j'ai énormément évolué. Et je me suis surtout aussi détachée de la relation fusionnelle que j'avais avec ma maman. Cette relation qui était vraiment beaucoup trop fusionnelle. Et je suis arrivée à couper le cordon à cette période-là. Donc là, aujourd'hui, moi, Nathalie, je vis dans deux mondes en fait, dans le monde des entendants, dans le monde des sourds. J'ai deux visions de la vie différentes. Je suis fière de ma surdité, de ma langue des signes, de ma culture sourde. C'est ancré en moi, c'est vraiment dans mon identité. Mais je suis aussi partagée avec ce monde des entendants. Et je suis dans les deux mondes. Je suis vraiment très fière vraiment de cette communication qu'on peut établir en langue des signes dans la communauté sourde, vraiment sincèrement. Mais j'ai aussi besoin de faire le lien entre ces deux mondes-là, et sourds et entendants. J'ai besoin des deux pour mon équilibre. On peut passer à la slide suivante. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je disais à l'instant, que j'ai besoin de ces deux mondes. En fait, dans mon parcours scolaire, j'ai toujours été avec des entendants. Ma langue maternelle, au final, est français, parce que j'ai toujours été dans l'oralisme. Donc j'ai toujours baigné dans la culture entendante de par mon intégration jusqu'à l'âge adulte. Puis ma famille, mes cousins, enfin tout le monde entend. Donc voilà, j'en ai besoin de ma famille, j'ai besoin de les voir. Après, c'est sûr que dès que ce sont des grandes réunions familiales, tout le monde parle, je ne peux pas, je suis noyée. Ça ne fonctionne pas. Mais dans des relations plus duelles, tout petit comité, j'en ai besoin. J'ai besoin de les voir. Et j'ai aussi besoin de voir la communauté sourde, communiquer en langue des signes, avoir cette culture sourde-là. Je suis vraiment imprégnée de ces deux mondes. C'est ce qui me construit, c'est ce que je suis aujourd'hui en fait, imprégnée de ces deux-là. Et c'est une richesse de pouvoir dire que je suis bilingue et biculturelle entre donc, la communauté sourde et donc, l'immersion dans la culture entendante. Et ce que je voulais rajouter donc, par rapport à ça, c'est que c'est vrai que de manière générale, dans ma vie sociale, je suis plus dans le monde des sourds, dans mes voyages, le sport, dans mes amis, mes relations amicales. C'est vrai qu'au final, je fréquente plus les sourds aujourd'hui. Mais elle serait pas âgée aussi, les entends. Oui, effectivement, c'est vrai. Là, c'est une citation que j'ai voulu donc mettre sur mon PowerPoint, une citation de Victor Hugo, un écrivain, et un écrivain que j'adore. C'est vraiment un monsieur que j'adore, et je voulais vous faire part de sa citation. Je vous laisse la lire. Moi j'ai une question, je comprends pas, je comprends pas ce que ça veut vraiment dire là. Vous avez compris vous comprenez le sens? Non, pas trop. Hein. Je vais essayer de vous l'expliquer du coup.
Je vais essayer d'expliciter, de la traduire en langue des signes. Je vais tenter, en fait, ce qui veut dire, c'est que la surdité n'est pas un handicap, en fait, et qu'il faut arrêter de voir la surdité comme une surdité de l'oreille, mais plutôt une surdité de l'esprit et de l'intelligence. C'est la seule surdité qui existe. Ouais, parce on parle toujours de la surdité, là, on nous cantonne toujours à une oreille qui ne marche pas. Ouais, mais sauf que... Ils discutent entre eux. Voilà. Voilà, mais merci. C'était... Si jamais je suis là, si vous avez des questions, on peut échanger ensemble, je peux vous répondre, n'hésitez pas. Merci à tous. J'espère avoir été claire, hein, j'espère réellement, parce qu'en fait, la langue des signes française n'est pas vraiment ma langue des signes. Moi, je suis belge, j'ai la langue des signes belge. Là, j'ai essayé de m'exprimer en langue des signes française, ce qui n'était pas simple. J'espère que ça convient à tout le monde. Avec toi, Merci à l'interprète. Merci à tous. Merci. on va mettre la machine à glace. Au fracasseur de glace. Si on a des questions. À des questions, bien sûr, je vous écoute. Beaucoup, hein. Si vous voulez y aller. Oui, à Gallaudet, à l'université de Gallaudet, est-ce qu'il y a plusieurs courants qui peuvent psychologie? Non, il y a plusieurs filières à Gallaudet College. Vous n'avez pas vu la question? Vous n'avez pas vu la question? Ouais, elle va peut-être le reprendre parce que je vais lui demander. Non, je vais vous reprendre la question. En fait, il me demandait si à Gallaudet College, on étudiait que la psychologie. Et en fait, je lui répondais que non, c'était beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de matières. On peut étudier l'histoire, on peut étudier l'anglais, évidemment, les mathématiques. On peut faire des études de tout ce qui est éducation physique. On peut devenir professeur de sport, justement. C'est très ouvert. Non, il y a beaucoup de filières au sein de Gallaudet College. Des études dans le social aussi. Beaucoup de choses. Moi, j'ai une question en langue des signes du monsieur. Si vous me regardez comme ça, vous saurez. En fait, quand elle était à Gallaudet, 4 années, hein, si j'ai bien suivi, une fois son diplôme en poche, quand elle est arrivée en Belgique, vous me voyez, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me dis? Il y en a qui ne me voient pas? Ah, pardon, il y a quelqu'un qui ne me voyait pas. Désolée, je me lève. Donc, ma question, les 4 années donc, que vous avez passé, 4 ou 5? Non, 4, d'accord. Les 4 années que vous avez passées, donc, vous étiez très motivé, ça s'est bien passé, vous avez eu votre diplôme, et de retour en Belgique, de voir certains refus, qu'il fallait... de voir que justement le diplôme n'était pas équivalent et qu'il fallait reprendre des études, ça n'a pas été lourd de se dire qu'il faut refaire des études? Mais en fait, c'est pas tant que j'ai recommencé des études, hein, c'est plus que, en fait, je savais que le niveau était différent. Donc ça n'a pas été une surprise. Le système scolaire aux États-Unis et en Belgique n'est pas le même. Donc je savais que les études que j'avais faites aux États-Unis ne pouvaient pas me permettre d'être psychologue en Belgique. À Gallaudet College, en fait, j'ai passé 4 ans, effectivement, mais il y a une année, en fait, qui correspond plutôt à l'école secondaire en Belgique. Donc, en fait, le niveau est fait différemment. Donc, je savais qu'en rentrant en Belgique, il fallait que je continue à étudier la psychologie pour pouvoir travailler. Ah, d'accord, oui, parce que le fonctionnement est différent. Après, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça, hein. Là, maintenant, peut-être c'est différent et peut-être que pour les jeunes, maintenant, ça se passe différemment. Mais pour moi, à l'époque, ça marchait comme ça. J'ai vu que vous aviez un appareil auditif à l'époque, à 4-5 ans, avec votre maman, mais du coup, vous ne signiez pas à l'époque. Vous aviez cet appareil-là avec votre maman pour travailler.
ça devait être quand même dur d'apprendre, je pense, à parler tout ce temps-là, même avec l'appareil, en plus de ne pas pouvoir signer, de vous empêcher de signer. Et quand vous avez rencontré les sourds, j'imagine que c'était une belle découverte, vous êtes épanoui. Mais du coup, est-ce qu'au fond de vous, vous avez ressenti ce manque-là, justement, de communiquer à l'oral vous me parlez de la question, c'est maintenant, à l'heure actuelle. Oui, oui, là, maintenant, en fait, parce que vu que vous avez appris à parler, vous étiez dans l'oralisme, après vous avez appris la langue des signes, est-ce que là, il y a l'une ou l'autre des langues qui peuvent vous manquer? Je sais pas, je suis claire ou pas? Est-ce qu'elle me comprend? Non, mais je suis bilingue, répond Nathalie. Moi, maintenant, je suis bilingue, donc il n'y a rien qui me manque. Alors, je suis évidemment plus à l'aise en langue des signes pour m'exprimer. C'est une évidence. Cette langue, c'est ma langue, je suis plus à l'aise. C'est plus difficile, effectivement, mais, de s'exprimer à l'oral, mais j'arrive à suivre à peu près dès que c'est une relation à deux. Après, ça dépend des gens, évidemment, alors que ma langue est vraiment plus naturelle reste la langue des signes. Mais je m'estime bilingue aujourd'hui. C'est vrai que petite, ça a été très dur. Oui, l'apprentissage a été long et fastidieux, ça a demandé énormément d'efforts. Ma mère ne m'a pas lâchée, elle a été très sévère avec moi. J'ai dû beaucoup donner, ça a été beaucoup d'années de sacrifice, mais au final, ça a été une chance parce que c'est aussi grâce à ça que je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. J'étais aussi téméraire, donc ça m'a aidée. Ouais, comme moi alors. Parce que ce que je voulais dire, dit madame, c'est qu'à l'époque, mes parents ils ne signaient pas, ils étaient que dans l'oral. Moi j'ai appris l'oral un peu comme vous, avec ses appareils auditifs. Et il fallait apprendre des mots, il fallait apprendre à les dire, à les décrypter. Je ne connaissais pas non plus vraiment les signes, moi, à l'époque. C'est vrai que la première fois que j'ai rencontré les sourds, ça m'a épanouie. J'ai découvert... C'était génial et je me souviens que j'étais à cette époque-là, moi quand j'ai découvert les sourds, un peu sur les deux en fait, est-ce que je suis entendante, sourde, est-ce que je m'exprime plus en langue des signes ou quelle est ma langue au final. Je me souviens d'un petit moment comme ça de battement. Vous me voyez, c'est bon, je peux poser ma question, je vais peut-être venir là, ça sera plus simple, je vais aller devant. Bonsoir à tous. Pierrot, par rapport à ta question concernant l'obtention du diplôme à Galaudet, moi j'ai envie de répondre quand même qu'en Belgique, le niveau est très très bon, mais après, de manière générale, en Europe, le niveau est très très bon. Le problème c'est que voilà, il est très très bon pour les entendants et qu'il y a toujours un problème d'accessibilité pour les sourds. Mais voilà, c'est pas le système, je voulais rajouter, qui fait qu'en Belgique, on est moins, que le système scolaire est moins bon. Pas du tout. Hein. Effectivement, donc, dit Nathalie. Une autre question? Alors, je connais Nathalie, hein, ton fille Nathalie, c'est ça. Nathalie, pardon, je l'avais un peu oublié, mais on se connaît du coup. On s'est connus à l'époque pendant ces 4 mois de stage, il y a très très longtemps, à l'école de Montbriand, ici à Genève, avec les petits. Et je suis très heureuse de la revoir aujourd'hui. Et déjà, bravo, merci pour ce parcours, pour cette présentation, c'était superbe. Bravo à toi. Ma question, alors je ne sais pas si tu sais, s'il y a un centre, il s'appelle ce centre, les chemins. Donc ici, il y a un centre qui s'appelle les chemins, où il y a des psychologues. Les chemins, en fait. Boulevard Santé. Boulevard Santé, merci madame qui m'a aidée. Boulevard Santé. Donc il y a des psychologues qui étaient là, et en fait, eux, par contre, ils ne font pas de rendez-vous à distance, hein, on va les voir, c'est en direct, mais en tout cas, on a ça ici en Suisse, et pour l'instant, donc c'est un psychologue entendant. On pouvait en savoir un peu plus, enfin, il y a ce qu'il faut sur Internet. Ma question, là, la question que je voulais poser, c'est par rapport au travail, en fait. Parce que si des personnes sourdes suisses ont des soucis, est-ce qu'elles peuvent appeler le service surdit écoute en Belgique? Bah oui, je pense que c'est ouvert. Après, il faut signer en langue des signes belge, parce que surdit écoute est en Belgique, donc c'est la langue des signes française belge. Oui, mais regardez, on se comprend. Oui, non, mais n'oubliez pas que moi, en fait, là, je n'ai pas utilisé la langue des signes française belge. Là, ce soir, je me suis mise à la langue des signes française suisse pour la conférence. Mais si j'utilisais la langue des signes belge, vous n'auriez peut-être pas compris ma langue. Donc, en fait, notre service, oui, peut être accessible. Il faut employer la bonne langue. Et puisque c'est à distance, oui, après, il y a la langue, il y a SOS Surdus, qui, eux, sont en langue des signes française et qui sera peut-être plus adaptée à vos besoins, vous, en tant que Suisse. J'imagine que vous pouvez les appeler, c'est gratuit, hein.
Vous pouvez contacter SOS Surdus, c'est complètement gratuit. Oui, oui, évidemment, c'est gratuit. Moi, on m'a dit qu'il fallait payer. Non, 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 non. SOS Surdus, non, non, c'est en visio, par webcam, ce sont des permanences. Non, mais moi, je pensais que c'était pas possible. Non, mais écoutez, je ne sais pas, mais pour moi, c'est gratuit, c'est sûr. Hein. Après, est-ce que vous pouvez les contacter? Je ne sais pas, à voir, mais en tout cas, je vous conseille plutôt de vous tourner pour cette question-là vers SOS Surdus, qui ont la même langue que vous, parce que nous, en Belgique, elle est quand même beaucoup plus différente. Merci beaucoup pour votre réponse. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Le travail en tant que professionnel, vous me demandez le métier de psychologue, c'est ça? Le travail à l'école des sourds, le travail que je fais à Bruxelles? Oui, effectivement, ça, je suis vraiment psychologue à l'IRSA, à Bruxelles. Après, pour Surdie Écoute, je suis bénévole. C'est ce que je dis tout à l'heure. Hein. Là-dessus, je ne suis que bénévole. Mais moi, je ne fais pas de permanence. Hein. Je suis à l'écart de ça, je suis dans la gestion. Les écoutants, ce sont des bénévoles autres, en fait. Ce sont des sourds écoutants bénévoles belges qui communiquent en anglais belge du coup. Ah d'accord, très bien dit madame, je comprends. Mais comme ici à Genève ou... Et là, je ne comprends pas madame. J'ai pas compris madame, excusez-moi. Comme ici à Genève... C'est vrai que je comprends bien ce système de surdie écoute, mais c'est vrai que moi, ici, si j'avais besoin d'être écoutée, je crois que j'aimerais bien avoir quelqu'un, avoir toujours la même personne en privé qui communique en langue des signes. En France, il y a maintenant des psychologues en langue des signes. Oui, oui, en France, maintenant, il y en a quelques-uns, donc on rajoute Nathalie. Mais c'est vrai qu'ici, en Suisse, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup pouvoir avoir ce genre de service-là. À Lausanne, il y a, j'ai dit tout à l'heure, à Lausanne, tu peux rencontrer des gens. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même pas la même chose, ils ne sont pas autant disponibles et puis c'est pas des personnes sourdes en plus, donc voilà, c'est quand même pas la même chose. Et une autre question, oui. Donc, juste une question, la différence entre un psychologue et un psychiatre, c'est pas très clair. Alors en fait, ce sont les études qui sont différentes déjà, dit Nathalie. La différence entre un psychologue et un psychiatre, c'est que pour un psychologue, c'est 5 ans d'études. Pour être psychiatre, en fait, c'est des études de psychologie, plus ensuite des études de médecine. Ils sont docteurs. Ils peuvent, eux, prescrire des médicaments. Un psychologue ne peut pas prescrire de médicaments, en fait. Un psychiatre va pouvoir. Le psychologue, du coup, ne va pas traiter des dépressions ou autres. Dès que la personne doit être médicamentée, elle va voir un psychiatre. C'est la grande différence entre les deux. Voilà, là, en tout cas, c'est la base, on va dire que c'est ça. La base, la différence entre ces deux métiers. Je voulais savoir si tu étais fille unique. Oui. J'ai une sœur. J'ai une sœur entendante. Moi, je suis l'aînée et j'ai une petite sœur. Qui entend. La relation des deux? De bonnes relations. Non, de bonnes relations. Après, c'est vrai que quand on a grandi, ma sœur a beaucoup souffert parce que mes parents étaient très axés sur moi, sur mon éducation, surtout ma mère. Elle a beaucoup donné en mettant un peu ma sœur de côté. Et ça s'est fait un peu naturellement. Et ma sœur en a beaucoup souffert. Oui, ça c'est une évidence, mais on a gardé de très bonnes relations encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle-même a des enfants? Trois. Oh, ils sont grands maintenant. 3 grands enfants. Ils sont adultes, les 3. Ils sont majeurs et vaccinés. Tous entendants. Les 3 sont entendants. 3 garçons. Ils sont bilingues aussi?
Oh non, non, ils parlent beaucoup. En fait, avec mes enfants, on communique à l'oral. Non, non, ils ne sont pas bilingues. Après, ils s'adaptent à moi. Ça, c'est pas un souci, évidemment. Ils s'adaptent à la communication dont j'ai besoin, mais on communique à l'oral. C'est dommage. Bon, oui, je trouve ça dommage. J'aimerais bien insister à refaire. Je pense que je leur donnerais beaucoup plus de langue des signes. Mais voilà, c'est fait. Ça s'est passé comme ça. Juste pour faire le lien avec cette question et avec les enfants, c'est vrai que quand il y a des parents sourds avec des enfants sourds, c'est facile, mais quand les parents sont sourds et les enfants entendants, il faut leur donner des signes, mais des fois ils prennent pas, ils restent parfois à l'oral parce qu'ils entendent et du coup ils restent plus axés sur leur audition. Donc il y a plus des codes qui s'installent dans la famille en fait, entre les parents et les enfants dans ces cas-là. Et on ne peut pas vraiment les forcer, voilà, on essaie de leur donner. Mais... Après, pour vous en dire un peu plus, moi mes enfants, alors ils sont tous les trois entendants, hein, et en fait, si on est plus dans l'oral dans la famille, c'est parce que leur papa est entendant aussi. Donc la langue de communication dans la famille était l'oral. J'ai pas vu la question. La question, j'ai pas vu. Je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit. Je sais pas répéter. C'est quoi que j'ai dit? Je sais plus. Elle demandait si c'était pas possible de partager cette langue, justement de la donner aux enfants. Et Nathalie dit, mais en fait je l'ai déjà dit, en fait on a fonctionné comme ça, leur papa est entendant, on a fonctionné avec la langue orale et en fait ça, ouais, les échanges se passent comme ça. Alors parfois oui, ça peut être compliqué quand il y a beaucoup de personnes, quand on est rassemblés, mais quand j'ai une discussion avec l'un ou avec l'autre, ça va, la communication se passe. Quand on va gentiment utiliser la conférence, on va gentiment expliquer la conférence pour pouvoir laisser place aux tables, les gens pour regarder pour manger. Merci beaucoup à Nathalie, ça nous a fait plaisir de t'accueillir ici. C'est super intéressant. Merci, avec plein de plaisir aussi de ma part. Et merci beaucoup à l'interprète d'avoir été là ce soir également. Ah oui. Je crois que Nathalie, je crois qu'elle reste manger des trucs avec des choses pour pouvoir les passer à Et puis une dernière chose, comme on a l'interprète qui est là, on a besoin en fait d'une liste de présence pour les statistiques, voilà. Et du coup, vous pouvez tout simplement remplir vos noms, prénoms, date de naissance et puis localité, si vous êtes plus ou attendant, comme ça on a un peu statistiques. Voilà. Notre adresse mail, sinon, il n'y a pas besoin de l'adresse mail. Non, mais juste nom, prénom, ta date de naissance et localité. Bravo. Merci beaucoup, mademoiselle. Refaire. Il y a plein de questions quand même de monde, puisque ça répond Si jamais vous souhaitez... Oh, moi, c'est mon métier, c'est normal. Mais quand même, bravo. Parce que, mine de rien, il y a des mots, je les aurais pas trouvés spontanément de ce qu'ils fait. Donc, j'avais dû traduire des mots. Ça paraît Le million, c'est 80 000. C'est pas Facile à traduire. Ah ouais, ah ouais. Du coup, si jamais vous souhaitez discuter avec elle, moi je suis encore là un petit peu, si jamais vous pouvez en profiter. D'accord. De quoi, de vous? Non, pas de moi. Monsieur, vous nous filmez toujours. Si vous souhaitez discuter avec la cousine de votre femme, vous pouvez
me demander, je peux traduire. Pas de problème, moi je parle avec elle Eh oui, je à me doute l'oral. bien. Tu peux poser la question.